Aujourd'hui, je vais vous parler des hirondelles de Tchernobyl. Donc, ma question de recherche, c'est quels sont les effets de la radiation ionisante sur les hirondelles de Tchernobyl? C'est un sujet qui est d'actualité dans notre contexte social actuel parce que l'Ukraine est un pays en guerre. C'est très peu stable. Il y a beaucoup de centrales nucléaires là-bas. Il y a des attaques en ce moment. Également, nous sommes très proches de la guerre nucléaire ou d'une méga catastrophe nucléaire qui signifie presque quasiment la fin de ce monde. L'horloge qui est contrôlée par le Bulletin of the Atomic Scientists montre que nous sommes à 89 secondes d'un désastre à cause des nombreux conflits sur la Terre en ce moment. Donc, ce sujet est d'actualité. Et également, Tchernobyl est une excellente occasion d'étudier les effets de la radiation sur la faune. Cette faune-là est exposée à une radiation chronique depuis de nombreuses années. De nombreuses générations se sont succédées et vivent dans un contexte de radiation. Il y a beaucoup d'informations à aller chercher sur l'effet des radiations ionisantes. Donc, juste un petit rappel sur ce qui s'est passé à Tchernobyl il y a quasiment 40 ans. Le 26 avril 1986, un des quatre réacteurs nucléaires de la centrale a explosé. C'était dû à une erreur de design combinée à l'incompétence de l'équipe qui était en charge, ainsi qu'un non-respect des mesures de sécurité. Tchernobyl est situé complètement au nord de l'Ukraine, juste à côté de la Biélorussie et de la Russie. C'était la catastrophe nucléaire la plus grave de toute l'histoire de l'humanité. Et c'était aussi le désastre le plus coûteux. Il a coûté environ 700 milliards de dollars US. En explosant, le réacteur a libéré de la radiation ionisante. Les trois produits majeurs, c'était l'iode 131 qui a une demi-vie de 8 jours et qui est absorbé par la glande thyroïde. Et donc qui a causé plusieurs cancers de la thyroïde. Le césium 134 a une espérance de vie de 2 ans et le césium 137 a une espérance de vie de 30 ans. Et il émet du rayonnement gamma, le même rayonnement qui est utilisé dans les rayons X. Il pénètre absolument tout. Et donc il va venir faire des gros dommages à l'ADN directement en brisant les doubles brins. Juste pour donner un ordre d'idée, ici à gauche à droite on voit une échelle logarithmique euh, de l'exposition à la radiation. Donc on peut voir que la dose moyenne par année de radiation naturelle pour les Américains, c'est de environ 6,2 millisieverts. Et si on compare à ce que les personnes qui se sont retrouvées sur le site de Tchernobyl peu après l'explosion ont reçu, ils ont reçu 6000 millisieverts. La particularité de la radiation ionisante, c'est qu'en fait, c'est des particules qui sont capables d'enlever des électrons à d'autres molécules ou d'autres atomes. Donc, ils vont venir créer des espèces qui sont chimiquement partiellement réduites. Et parmi ces espèces-là, les plus communes, c'est les espèces réactives de l'oxygène, les ROS. Donc la radiation va venir créer des ROS et les ROS vont ensuite faire des gros dommages à l'intérieur de la cellule, des dommages à l'ADN, donc des mutations ensuite, des dommages aux protéines et également des dommages aux lipides. Donc par exemple, ils vont venir fragiliser la membrane des cellules et éventuellement tuer la cellule. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ROS sont déjà naturellement produites par les cellules, par des organismes qui utilisent l'oxygène comme pour faire du métabolisme. Donc, dès qu'on fait du métabolisme avec l'oxygène, on va produire des ROS. C'est un des sous-produits. Donc, c'est normal d'en avoir. C'est juste que normalement, on a des défenses contre les ROS et c'est les antioxydants. Les antioxydants sont capables de donner des électrons à d'autres molécules. Donc, ils vont venir donner un électron aux radicaux libres à qui il manque un électron. Et en leur donnant le bon nombre d'électrons, ils vont les neutraliser finalement. Donc, c'est normal d'avoir des ROS du moment qu'on a un bon équilibre entre les ROS et les antioxydants qui sont capables de les neutraliser. Et dès qu'on brise cet équilibre-là,
Donc, soit il y a trop de ROS à cause, par exemple, de la radiation, ou il n'y a pas assez d'antioxydants, ou les deux. Et bien, dans ce cas-là, on va entrer dans le stade de stress oxydatif, et une cellule avec un stress oxydatif va mourir. Donc, je reviens à l'hirondelle rustique, qui est mon sujet. Euh, c'est parmi les oiseaux les plus étudiés de Tchernobyl. Mais il y a également plein d'autres oiseaux qui ont été étudiés à Tchernobyl. Donc, l'hirondelle rustique, c'est donc Hironda rustica, fait partie de la famille des passereaux et c'est une espèce migratoire. C'est-à-dire qu'elle va aller passer l'hiver en Afrique subsaharienne et elle va refaire un très long voyage pour revenir en Europe au printemps pour se reproduire. Et environ 2 à 5 semaines après son retour, elle va déposer des œufs. Pourquoi est-ce que l'hirondelle rustique est autant étudiée? Eh bien, cet oiseau-là est quand même vraiment habitué à l'humain. Donc, quand les chercheurs vont les capturer, elles sont beaucoup moins stressées, beaucoup moins fâchées, moins anxieuses que d'autres oiseaux. De plus, ils retournent au même nid à chaque année. Donc, ils ont une espérance de vie d'environ 2 à 3 ans. Et à chaque année, ils vont retourner au même nid après leur migration, ce qui facilite grandement le travail des scientifiques et leur permet un suivi très précis, puisque on peut dire que à chacun des nids, on peut dire que, par exemple, le père et la mère sont venus une année, puis l'année d'après, la mère a disparu, donc on peut s'attendre à une mort, par exemple. De plus, la nidification est effectuée en groupe, c'est-à-dire que dès qu'on trouve un nid d'hirondelle, on va sûrement en trouver 10 autres. Et comme ils font leur nid généralement dans des granges ou dans des bâtiments, ça va être facile de les capturer. Leur technique, c'est de fermer toutes les portes et d'en laisser juste une ouverte et de mettre un filet pour les attraper. Euh, la manière qu'ils vont s'éradier, c'est que ben, soit ils vont être exposés à de la radiation extérieure, soit ils vont manger des insectes irradiés, ou bien quand ils construisent leur nid ou qu'ils le réparent à chaque année, ils remplissent les trous, etc. Ils vont aller chercher de la terre fraîche qu'ils vont mettre dans leur bec et mélanger à la salive. Ils vont construire le nid avec, sauf que la terre est irradiée. Donc là, je vais vous parler un petit peu des anomalies observées dans les oiseaux de Tchernobyl, les oiseaux en général, mais aussi les hirondelles. Notamment en revenant sur les antioxydants. Donc les antioxydants aviaires, mais aussi ceux des humains, c'est principalement les caroténoïdes, les vitamines A et E, et le glutathion. Et le glutathion est l'antioxydant le plus important et le plus commun. Et ce qu'ils ont observé dans les hirondelles de Tchernobyl, c'est que il y a un gros manque d'antioxydants. Donc, les vitamines A et E sont diminuées chez les hirondelles, que ce soit les niveaux circulants ou les niveaux de vitamines stockées. Les caroténoïdes sont diminués dans les œufs d'hirondelles, ce qui est vraiment problématique parce que les embryons ont besoin de plus d'antioxydants car ils ont un métabolisme plus rapide. Et également, une autre observation, c'est que le sperme est déformé. Donc, il y a également des problèmes de mobilité, etc. Et ça va de soi avec le fait que la reproduction et le taux de survie est diminué dans les oiseaux à Tchernobyl. Il y a également une diminution de la taille du cerveau. Donc, le cerveau, c'est un organe qui a besoin de beaucoup d'oxygène. Il y a beaucoup de processus physiologiques où on a besoin d'oxygène pour les neurotransmetteurs, pour se protéger des toxines, etc. Et comme il y a besoin de beaucoup d'oxygène, il produit beaucoup de ROS et il y a besoin de beaucoup d'antioxydants. Euh, et donc, une étude a montré que les hirondelles, plus elles sont exposées à de la radiation, plus le cerveau va diminuer en taille. Euh, ils ont vu ça notamment en mesurant la tête. Et évidemment, un cerveau plus petit signifie des capacités cognitives diminuées et un taux de survie plus bas. Ils ont aussi trouvé de l'albinisme partiel en grande fréquence. Donc l'albinisme partiel, c'est les petites taches blanches qu'on peut voir sur la figure B par rapport à la figure A qui est une hirondelle normale. L'albinisme est associé à une viabilité réduite. Et l'autre chose, c'est une grosse fréquence de tumeurs aussi, donc ce qu'on peut voir à droite. Donc à différents endroits, on a pas mal de tumeurs. Euh,
la fréquence des tumeurs et de l'albinisme est vraiment augmentée chez les oiseaux à Tchernobyl. Donc, c'est dans les alentours de 13 à 15%. Euh, et les deux sont des caractéristiques qui sont associées à une moins bonne viabilité. Donc, c'est probable que cette fréquence-là soit sous-estimée, euh, puisque les individus qui ont ces caractéristiques, ben, il y en a beaucoup qui meurent finalement. Donc, ces caractéristiques-là seraient associées notamment au stress oxydatif et aux mutations de l'ADN. Malgré tout ça, il semblerait peut-être y avoir une adaptation au stress oxydatif. Donc, la radiation ionisante, elle a deux façons finalement de faire du stress oxydatif. D'abord, vu qu'elle libère des électrons, elle va créer des radicaux libres, donc elle va augmenter le taux de Ross, mais aussi elle va causer une diminution des antioxydants. Sauf qu'il y a une étude qui a montré, qui a utilisé plusieurs espèces d'oiseaux ensemble et qui a montré que ils ont trouvé une corrélation. Plus la radiation augmente, plus les oiseaux semblent produire de glutathion, ou en tout cas, le niveau de glutathion ne diminue pas. Par contre, le dommage à l'ADN diminue et leur condition corporelle est meilleure. Ce qui semblerait indiquer une adaptation au stress oxydatif causé par la radiation, en tout cas. Mais par contre, quand ils ont sorti les statistiques avec seulement les hirondelles rustiques, qui étaient une des espèces qu'ils ont étudiées et qui avait le plus grand nombre d'individus, ils ont trouvé la conclusion que plusieurs autres études auparavant avaient trouvé, qui était que la radiation est corrélée positivement au dommage à l'ADN, au stress oxydatif, et négativement avec la condition corporelle et le taux d'antioxydants. De plus, c'est une étude corrélationnelle, comme beaucoup, et non de causation, parce que, évidemment, c'est la catastrophe de Tchernobyl, donc ça peut juste être corrélationnel. Mais donc, c'est à prendre avec des pinces. Bon, en conclusion, des années plus tard, malgré que plusieurs générations se soient succédées, d'ailleurs, on compte que pour les humains, c'est fut par exemple une génération, mais pour les hirondelles qui ont des bébés à chaque 2 ans, par exemple. Ça correspond donc à quasiment 13 générations au moment où l'étude a été publiée. 13 générations plus tard, il y a encore des dommages à l'ADN, des mutations, du stress oxydatif et des anomalies et des tumeurs. Donc la radiation a encore beaucoup d'effets sur la faune. Là, je vais vous parler de la deuxième partie de ma présentation, qui est le lien entre les antioxydants et la coloration chez les oiseaux. La coloration chez les oiseaux est quand même importante parce que les oiseaux utilisent beaucoup la communication visuelle, les signaux visuels pour communiquer entre eux, pour les signaux sexuels, pour montrer qu'ils sont des individus de qualité, pour se reproduire. Et il y a vraiment beaucoup de façons il y a beaucoup de pigments qui permettent de refléter la lumière d'une certaine façon et de faire des couleurs. Mais les deux pigments principaux chez les oiseaux, c'est vraiment la mélanine et les caroténoïdes. Dépendamment des espèces, il y aura ces pigments-là euh, plus ou moins chez chaque oiseau. En ce qui concerne les hirondelles, c'est surtout la mélanine. La mélanine, c'est un polymère très ancien, omniprésent et résistant. Il donne la couleur, mais aussi est associé à la dureté des tissus biologiques. Donc, il fait durcir les tissus finalement. Il confère aussi une résistance à l'abrasion en ce qui concerne les particules dans l'air. Et puis, la mélanine, il y a deux formes de mélanine finalement. Il y a le mélanine et la phéomélanine. Et le mélanine, ça donne la couleur noir, gris, brun foncé, tandis que la phéomélanine donne des couleurs beaucoup plus vives, donc du rouge, du jaune. Et puis la manière que ça marche, c'est que ici vous voyez un mélanocyte qui est une cellule qui va produire la mélanine. Petits grains, c'est des mélanosomes. Et une fois que ça va sortir et être transféré vers les kératinocytes, ça va devenir comme des granules de mélanine finalement. Et donc ça va conférer la couleur. Euh, le mélanine et la phéomélanine ont le même précurseur et proviennent de la même voie de synthèse. Donc la tyrosine qui devient éventuellement la dopaquinone, qui est le précurseur commun.
Et là, comment est-ce que la dopamine décide si elle devient le mélanine ou la phéomélanine? Eh bien, ça va être avec la présence de cystéine. Donc, la cystéine, c'est des molécules, et s'il y a une forte présence de cystéine, la dopamine va devenir de la phéomélanine. Le problème, c'est que la source de cystéine, c'est le glutathion. Donc, le glutathion va comme être incorporé à la synthèse de la phéomélanine. Euh, le seul problème, c'est que ça va puiser dans la réserve de glutathion d'antioxydants. Donc, ça va diminuer la quantité d'antioxydants qui va pouvoir combattre les ROS. Donc, ça va amener le stress oxydatif. Euh, la phéomélanine, on se demande si c'est pas une erreur de la nature à cause de ce coût à payer. Euh, c'est sûr que ça marche dans des environnements où il n'y a pas de stress environnemental. Sauf que Tchernobyl compte comme un méga stress environnemental. Donc, il y a une étude qui a montré que pour un même niveau de radiation, les hirondelles avec plus de phéomélanine étaient plus vulnérables au stress oxydatif, elles étaient moins bien protégées, elles avaient plus de dommages à l'ADN, plus de stress oxydatif, une moins bonne condition physique. Mais on pense que peut-être ce serait un signal honnête sur le principe de l'handicap. Un signal honnête, c'est un signal qui est montré par les animaux pour prouver leur qualité en tant qu'individu, pour se reproduire. Signal honnête, ça veut dire qu'ils peuvent pas mentir. Et le principe de l'handicap, c'est que, par exemple, dans ce cas-là, les oiseaux qui auraient plus de phéomélanine et qui survivraient quand même, ben, ils pourraient montrer que finalement, même si le coût de la phéomélanine est plus grand, ils sont quand même capables de bien survivre, donc ils ont une grande qualité en tant qu'individus et pour se reproduire. Donc, la phéomélanine est négativement corrélée au GSH d'ensemble puisque le glutathion est utilisé pour la synthèse de phéomélanine. Et donc, c'est un compromis sur les ressources entre la production de phéomélanine et le stress oxydatif. Mais le mélanine a aussi son importance. On pense que ça fait partie d'un signal sexuel. Une étude a montré que plus de testostérone était lié à plus de mélanine et moins de survie. Donc là encore, ce serait peut-être un signal honnête. Plus on a de la mélanine, plus on est capable de survivre le coup physiologique. Donc c'est ça. Il y a également des points de vue alternatifs à Tchernobyl, dans le sens que la communauté scientifique est divisée, à savoir est-ce que la faune est vraiment déplétée, ça va mal, pas de... il y a rien qui se passe bien, ou bien que c'est pas si pire que ça. Et il y a plusieurs des scientifiques qui ont écrit les articles précédemment mentionnés qui sont du côté à la faune est vraiment déplétée par les radiations et par l'environnement radioactif. Euh, mais cet article-là, il y a plusieurs scientifiques qui parlent dedans, qui sont allés directement à Tchernobyl aussi, et qui, par exemple, qui entendent beaucoup d'oiseaux qui disent que il y a un nombre de mammifères, de gros mammifères extrêmement élevé, et finalement que ce serait dû à l'absence de l'activité humaine, et que donc l'activité humaine serait un facteur quasiment plus important que la radiation, même si les deux côtés se mettent d'accord pour dire que la radiation est mauvaise. Mais par exemple, les chevaux de Przewalski, c'est une espèce en danger, menacée, euh, une sous-espèce finalement, qui est de retour à Tchernobyl en grand nombre. Les sangliers sont aussi de retour, les castors également, et les castors font des grosses modifications à l'écosystème. Donc finalement, ce serait pas si pire que ça, et il y aurait un gros essor de gros mammifères à Tchernobyl. Donc, en conclusion, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a créé une quantité de radiation ionisante incroyable qui ont eu pas mal d'effets sur la faune, notamment moins d'antioxydants, des cerveaux plus petits, des spermes déformés, et de l'albinisme et des tumeurs, ça, c'est dans ce qui concerne les oiseaux. La radiation ionisante crée des ROS, crée du stress oxydatif. Le stress oxydatif est normalement contrôlé par les antioxydants. Le glutathion est un antioxydant principal, mais qui est aussi utilisé pour la synthèse de phéomélanine. Phéomélanine et eumélanine sont donc deux types de pigments. Et le mélanine est lié à la testostérone et à une survie diminuée. Et finalement, à Tchernobyl, eh bien, il y aurait une faune très abondante, puisque l'absence d'activité humaine serait un facteur plus important et permettrait le développement de la faune. Voici ma bibliographie. Merci de m'avoir écouté.